Le chef du service de sécurité ukrainien Vassil Maliuk a démissionné lundi dans le cadre du vaste remaniement mené par Volodymyr Zelensky. Situation militaire aujourd'hui. Les lignes de front dans la région de Donetsk restent très actives avec des combats intenses entre les forces ukrainiennes et russes. L'armée ukrainienne a annoncé qu'elle a repoussé plusieurs attaques russes à proximité de Pokrovsk et sur d'autres points du front pendant les dernières 24 heures, en maintenant ses positions défensives malgré la pression ennemie. Et dans la zone de Pokrovsk, l'une des villes les plus disputées du Donetsk, les forces ukrainiennes continuent de défendre le secteur, neutralisant des unités adverses et renforçant leur dispositif logistique, tout en protégeant la ville de nouvelles tentatives de percée. Combat quotidien. Selon le dernier point de situation de l'état-major ukrainien, près de 200 affrontements ont été enregistrés au front au cours des dernières 24 heures dans plusieurs directions, y compris dans le Donetsk, frappes et attaques récentes. L'Ukraine continue d'attaquer des infrastructures russes par des frappes longue portée hors du territoire ukrainien, ciblant des dépôts de munitions et des installations énergétiques du côté russe. Des explosions et des incendies ont été signalés. Business Insider. Ces attaques ne concernent pas seulement le front immédiat à Donetsk, mais font partie d'une campagne élargie visant à affaiblir la logistique et l'approvisionnement russe plus loin, derrière les lignes adverses. Les gains territoriaux actuels changent lentement. Moscou poursuit des offensives limitées pour gagner du terrain autour des villes stratégiques du Donetsk, tandis que l'Ukraine refuse de céder du terrain significatif sans combat. Le monde diplomatique, Pokrovsk et les zones environnantes restent des points clés de la défense ukrainienne. Les avancées russes sont lentes et contestées, et l'initiative tactique alterne selon les secteurs du front. Tchou. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Depuis le début du XVIIIe siècle, le Groenland fait partie du royaume du Danemark, qui est membre de l'OTAN. Le premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, a également publié une déclaration dans laquelle il appelle au respect du peuple et de la démocratie de l'île. Ce regain des tensions intervient après que les États-Unis ont mené une opération militaire d'envergure contre le Venezuela samedi, qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse. Après le raid américain au Venezuela ayant conduit à l'arrestation du président Nicolás Maduro, Donald Trump a de nouveau affirmé sa volonté d'annexer le Groenland au profit des États-Unis. We need Greenland from the standpoint of national security. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump invoque régulièrement des impératifs de sécurité nationale pour justifier ses ambitions sur le Groenland. Pourtant, cette explication ne convainc pas tout le monde. Selon certains experts, Washington dispose déjà d'une présence militaire solide sur place. La véritable motivation de l'administration américaine se situerait ailleurs, dans l'exploitation de vastes ressources naturelles dont regorge l'île. The president puts a lot of emphasis on resources, mineral resources, energy resources, commercial opportunities. We can debate how easily these would be realized in Greenland. Investors have so far not been that keen to be involved. But clearly, this is part of President Trump's worldview. Alors que le gouvernement danois répète fermement que le territoire n'est pas à vendre et encore moins à prendre, Jan Lesser estime que le Danemark, tout comme l'Europe, dispose également de leviers importants dans ce dossier. I do think there are a lot of things on the table because the administration does seem to put a primacy on economic and commercial issues, among other things. I think there is the possibility to do, in some sense, a package deal across the Atlantic in which many things are in play. Il faut prendre au sérieux les déclarations du président américain sur le Groenland, a déclaré la première ministre danoise Mette Frederiksen ce lundi. Mais si les États-Unis attaquaient militairement un autre pays de l'OTAN, tout s'effondrerait, y compris l'alliance et la sécurité établie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle ajouté avec gravité. L'Union européenne estime que la destitution du président vénézuélien Nicolás Maduro pourrait représenter une opportunité pour une transition démocratique menée par l'opposition. Lundi, la Commission européenne a exclu de reconnaître comme chef d'État légitime Delcy Rodriguez, qui a succédé à Maduro, devenant ainsi présidente par intérim.
Pour Bruxelles, la transition doit inclure Maria Corina Machado, chef de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix l'année dernière, ainsi qu'Edmundo González Urrutia, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Tous deux vivent pour l'heure en exil. They have also led in 2024 the Venezuelan people to peacefully exercise their right to vote. We have millions of Venezuelans that have voted for change, and they have supported Edmundo González by a significant majority, according to what we had available. So the next steps are about dialogue towards democratic transition, which must include Edmundo González and Maria Corina Machado. La position européenne est également en contradiction avec celle du président américain. Donald Trump a affirmé qu'il était en charge du Venezuela après l'intervention militaire de samedi. En outre, il a déclaré que Maria Corina Machado n'avait pas le soutien ou le respect du peuple nécessaire pour diriger le pays. Plus de 4 jours après le drame, la police suisse a indiqué ce dimanche soir avoir identifié les 40 personnes décédées dans l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. Au total, 21 Suisses et 19 étrangers, mineurs pour la moitié d'entre eux, sont morts dans le drame. La police a précisé que les 2 victimes les plus jeunes étaient une Suisse et un Français, tous deux âgés de 14 ans. 8 autres personnes françaises sont décédées dans cette station de ski, 2 femmes de 26 et 33 ans, une franco-suisse de 24 ans, une franco-israélo-britannique de 15 ans et 5 Français âgés de 17 à 39 ans. Parmi les victimes figurent également 6 personnes de nationalité italienne, une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc. À ce jour, les autorités doivent toujours identifier 6 personnes parmi les 119 blessés, dont près de la moitié ont été transférées dans des unités spécialisées pour grands brûlés en Suisse et dans d'autres pays européens. Le bar Le Constellation appartient à un couple de Français qui fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait été provoqué par des bougies incandescentes placées sur des bouteilles de champagne qui auraient enflammé les mousses isolantes placées au plafond. Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se réuniront mercredi pour des négociations cruciales sur l'accord avec le Mercosur, qui pourrait faire l'objet d'un vote dès vendredi. Cet accord vise à créer une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Il se heurte cependant à l'opposition d'une grande partie des agriculteurs européens et divise les États membres. L'Allemagne et l'Espagne ont fait pression pour que l'accord soit rapidement entériné, afin d'accéder à de nouveaux marchés en cette période de tension économique. En revanche, l'Italie et la France ont obtenu un report du vote sur l'accord afin de protéger leurs agriculteurs, qui craignent de ne pas pouvoir concurrencer les importations en provenance d'Amérique latine. Pour être mis en œuvre, l'accord doit être soutenu par une majorité qualifiée d'États membres de l'UE. L'ordre du jour des discussions de mercredi comprendra la limitation des pesticides dans les produits importés depuis le Mercosur, la France faisant pression pour que les normes de production soient les mêmes pour tous. La mobilisation des agriculteurs se poursuit dans l'Hexagone, contre l'accord avec le Mercosur, mais également contre la gestion par le gouvernement de l'épidémie de dermatose nodulaire qui touche le bétail. Grok, l'IA du réseau social X, est dans le viseur de la Commission européenne. Ce lundi, Bruxelles a déclaré prendre très au sérieux les fausses vidéos sexuelles de mineurs générées par l'outil d'intelligence artificielle, en particulier son mode payant appelé épicé. This is not spicy, this is illegal, this is appalling, this is disgusting. This is how we see it. And this has no place in Europe. Dimanche, face à la colère grandissante, la plateforme a déclaré que les images avaient été retirées et que les utilisateurs impliqués avaient été bannis. En décembre, X a été condamné à une amende de 120 millions d'euros en vertu de la loi sur les services numériques de l'Union européenne pour sa gestion des marques de vérification des comptes et sa politique en matière de publicité. I think X is very well aware that we're very serious about DSA enforcement. They will remember the fine that they have received from us back in December, so we encourage all companies to be compliant. La Commission européenne a également évoqué un épisode survenu en novembre dernier, au cours duquel Grok a généré du contenu négationniste.
La neige est de retour en France. Ce lundi, Paris et d'autres villes de l'ouest et du centre du pays se sont réveillées sous plusieurs centimètres de neige. Un spectacle qui émerveille mais qui crée aussi de nombreuses complications. En Île-de-France, les chutes de neige ont créé un record de 1018 km de bouchons. Les aéroports et les gares annoncent aussi de nombreux retards. Plusieurs centaines de kilomètres à l'est, la Roumanie rencontre des problèmes similaires. Une centaine de municipalités du sud du pays ont signalé des coupures d'électricité dues aux chutes de neige. Au moins 23 000 foyers sont concernés. Les autorités demandent à tout le monde de rester chez soi. De nombreuses voitures sont bloquées dans la neige, en particulier dans les zones montagneuses où des vents violents soufflent et où un demi-mètre de neige est tombé en quelques heures au cours des derniers jours. Même son de cloche en Serbie. À l'aéroport de Belgrade, de nombreux vols ont été annulés en raison de la neige et du froid extrême. Les autorités préviennent que les averses de neige et les tempêtes de grêle dans le centre du pays rendront la circulation difficile et pourraient provoquer des coupures d'électricité dans les jours à venir. En Croatie aussi, la glace sur la côte et la neige abondante à l'intérieur du pays rendent la circulation difficile sur les routes secondaires. Les autoroutes sont déblayées en permanence. Dans la région de Dalmatie, les météorologues prévoient de fortes pluies menaçant de crues soudaines plusieurs villes. Le trafic ferroviaire et aérien est également perturbé en Europe de l'Ouest. Aux Pays-Bas, les autorités invitent les voyageurs à se renseigner avant de partir, car de nombreux vols sont retardés ou annulés à l'aéroport international d'Amsterdam et sur plusieurs lignes ferroviaires du pays en raison de tempêtes de neige. Dans certaines zones de Donetsk toujours sous contrôle russe ou contesté, les structures médicales et services essentiels s'effondrent, créant une crise humanitaire sévère pour les civils qui restent dans la zone occupée. Chou. Ukrinform à Paris aujourd'hui, des dirigeants européens, ukrainiens et alliés ont signé des engagements pour déployer des troupes et renforcer les garanties de sécurité envers l'Ukraine, mais aucun cessez-le-feu immédiat n'a été conclu et les négociations se heurtent surtout à la question des territoires disputés comme Donetsk, que la Russie veut formaliser sous son contrôle. The Guardian Plus One, au terme des discussions, des options territoriales liées à une éventuelle paix ont été envisagées, notamment des propositions faisant d'une partie du Donetsk une zone démilitarisée ou une concession ukrainienne dans un cadre économique spécial, mais rien n'a été signé à ce stade et les négociations se poursuivent. Reuters combat actif autour de Pokrovsk et d'autres secteurs du Donetsk avec attaques russes repoussées par l'armée ukrainienne. Le front ne bouge pas massivement en faveur de l'un ou l'autre côté, mais les combats continuent intensément. L'Ukraine mène aussi des frappes en profondeur contre l'infrastructure russe, ce qui peut influencer l'effort de guerre global. Civils dans Donetsk font face à une crise humanitaire croissante, notamment dans les zones occupées ou contestées. Diplomatie internationale évolue, mais rien ne change immédiatement sur le terrain. Chou. Business Insider. Ukrinform. The Guardian aujourd'hui, 7 janvier 2026, le conflit entre l'Ukraine et la Russie se poursuit avec des opérations militaires intenses, des mouvements diplomatiques importants et une situation toujours instable sur le front, dans la région de Donetsk. Les alliés occidentaux continuent de discuter de garanties de sécurité pour l'Ukraine, tandis que les combats se déroulent sur plusieurs axes militaires. Sky News. La capture de Maduro était nécessaire pour lutter contre le trafic de drogue. Donald Trump a réitéré dimanche son intention d'annexer le Groenland, qu'il considère comme un territoire stratégique pour la sécurité des États-Unis. Cette déclaration a provoqué une réponse immédiate de la première ministre danoise Mette Frederiksen. Celle-ci dénonce un projet absurde et demande à Washington de mettre fin à ces menaces contre, je cite, un territoire et un peuple qui ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas à vendre. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Depuis le début du XVIIIe siècle, le Groenland fait partie du royaume du Danemark, qui est membre de l'OTAN. Le premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, a également publié une déclaration dans laquelle il appelle au respect du peuple et de la démocratie de l'île. Ce regain des tensions intervient après que les États-Unis ont mené une opération militaire d'envergure contre le Venezuela samedi.
qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse. Plus de 4 jours après le drame, la police suisse a indiqué ce dimanche soir avoir identifié les 40 personnes décédées dans l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. Au total, 21 Suisses et 19 étrangers, mineurs pour la moitié d'entre eux, sont morts dans le drame. La police a précisé que les 2 victimes les plus jeunes étaient une Suisse et un Français, tous 2 âgés de 14 ans. 8 autres personnes françaises sont décédées dans cette station de ski, 2 femmes de 26 et 33 ans, une franco-suisse de 24 ans, une franco-israélo-britannique de 15 ans et 5 Français âgés de 17 à 39 ans. Parmi les victimes figurent également 6 personnes de nationalité italienne, une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc. À ce jour, les autorités doivent toujours identifier 6 personnes parmi les 119 blessés, dont près de la moitié ont été transférés dans des unités spécialisées pour grands brûlés en Suisse et dans d'autres pays européens. Le bar Le Constellation appartient à un couple de Français qui fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait été provoqué par des bougies incandescentes placées sur des bouteilles de champagne qui auraient enflammé les mousses isolantes placées au plafond. Le ministère britannique de la Défense a annoncé que ses avions avaient mené des frappes conjointes avec la France sur une installation souterraine dans le centre de la Syrie. Elle aurait été utilisée par des militants de l'État islamique pour stocker des armes et des explosifs. Les frappes ont eu lieu samedi soir sur une structure située dans les montagnes juste au nord de la ville historique de Palmyre dans la province de Homs, selon le communiqué du ministère. L'armée britannique a utilisé des chasseurs Typhoon FGR-4 soutenus par un ravitailleur voyageurs armé de bombes guidées Paveway 4 pour cibler un certain nombre de tunnels d'accès à l'installation. Le gouvernement syrien, qui a rejoint la collaboration anti-État islamique dirigée par les États-Unis à la fin de l'année dernière, n'a pas commenté ces frappes dans l'immédiat. Malgré sa défaite en Syrie en 2019, des cellules dormantes de l'État islamique continuent de mener des attaques meurtrières en Syrie et en Irak, où les extrémistes avaient autrefois déclaré leur califat. Le mois dernier, le gouvernement de Donald Trump a lancé des frappes militaires contre l'État islamique en Syrie en représailles à une attaque par embuscade près de Palmyre qui a tué 2 soldats et un interprète civil américain. De nouveaux rassemblements se sont tenus ce dimanche en Iran où l'inflation et le marasme économique ont déclenché une nouvelle vague de contestation qui remet désormais en question le système théocratique qui gouverne le pays. Plus tôt dans la semaine, Washington avait menacé les dirigeants iraniens d'intervenir militairement si les manifestations étaient réprimées par la force. En réponse, le régime de Téhéran a menacé de tuer des soldats américains et israéliens. Le guide suprême Ali Khamenei a qualifié les premières revendications des manifestants de justes, mais a menacé de punir les émeutiers. La télévision d'État iranienne a déclaré que les arrestations d'organisateurs de manifestations avaient commencé. Selon l'ONG Human Rights Watch, qui travaille avec des activistes locaux, au moins 15 manifestants ont été tués et plus de 580 ont été arrêtés. Depuis le 28 décembre, des manifestations ont eu lieu dans au moins 60 villes réparties sur 25 des 31 provinces du pays. La Corée du Nord a lancé plusieurs missiles balistiques vers ses eaux orientales dimanche, selon un communiqué sud-coréen. Séoul a déclaré que les missiles volaient à environ 900 km et violaient les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, interdisant toute activité balistique de la part de la Corée du Nord. Les autorités sud-coréennes, en collaboration avec les États-Unis, analysent les détails des lancements. Elles ont également exhorté la Corée du Nord à cesser immédiatement ses actes de provocation et à répondre à l'appel de la Corée du Sud en faveur de la reprise des pourparlers et du rétablissement de la paix dans la péninsule coréenne. Le lancement a eu lieu quelques heures seulement avant que le président sud-coréen Lee Jae-myung ne se rende en Chine pour un sommet avec le président Xi Jinping dont les discussions devraient porter sur le programme nucléaire de la Corée du Nord. Les experts estiment que la Corée du Nord présente ainsi ses réalisations en matière de défense avant le premier congrès de son parti au pouvoir en 5 ans. Environ 50 000 foyers et 2 000 entreprises ont été privés d'électricité dans le sud-ouest de Berlin après l'incendie d'un pont câblé sur le canal de Teltow pendant la nuit de samedi à dimanche. Les autorités pensent qu'il s'agit d'un incendie volontaire. L'attentat a été revendiqué par le groupe d'extrême gauche Vulcain.
Dimanche en début d'après-midi, l'électricité avait été rétablie dans les hôpitaux du quartier, dans environ 15 000 foyers et dans 150 entreprises. Des patrouilles de police renforcées, l'armée ont mis en place des abris alors que la capitale allemande, comme le reste du Engins et drones détruits. Dans la région de Donetsk, des drones ukrainiens ont détruit un composant essentiel du système de défense aérienne russe S-300V, notamment le radar d'engagement 9S-32, qualifié par les opérateurs ukrainiens comme le cerveau du système. Cette frappe réduit la capacité défensive russe autour du front. Defense Express. Combat près de Pokrovsk. Les forces ukrainiennes repoussent toujours des attaques russes sur le front proche de Pokrovsk, notamment autour de localités telles que Ryshaïn, signifiant que les combats rapprochés se poursuivent dans ce secteur stratégique du Donetsk Oblast. Pravda, état des lignes de front. Aujourd'hui, les opérations militaires ne montrent pas de percée majeure d'un côté ou de l'autre à grande échelle, mais les combats sur la ligne de front à Donetsk restent actifs, avec des positions tenues et contestées par les deux camps. L'armée ukrainienne affirme continuer à défendre ses positions malgré des pressions russes significatives et des engagements nombreux. Rapports militaires récents, stratégie ukrainienne plus large. En dehors de Donetsk même, l'Ukraine mène une campagne avec des drones longues portés contre des infrastructures russes profondes, y compris des dépôts de munitions et des infrastructures énergétiques visant à affaiblir la logistique et la capacité de combat russe au fil du temps. Business Insider. Pression russe sur plusieurs axes. Les forces russes continuent d'exercer une pression offensive, maintenant leur offensive contre des positions ukrainiennes tandis qu'ils revendiquent des gains tactiques sur plusieurs secteurs du front. Source d'analyse militaire récente. Déclarations internationales. Aujourd'hui, lors d'un sommet international important à Paris, le Royaume-Uni et la France ont signé des engagements pour fournir une force multinationale de sécurité à l'Ukraine si un accord de cessez-le-feu est conclu, comprenant des troupes stationnées en Ukraine pour la stabilisation. Sky News Plaron. Discussion sur les territoires contestés. Au même sommet, les représentants ukrainiens et américains ont discuté de propositions sensibles concernant des concessions de territoires contestés, incluant possiblement des parties de la région de Donetsk encore contrôlée par l'Ukraine, en échange de la création de zones économiques libérées, mais aucun accord territorial définitif n'a été conclu aujourd'hui. Reuters. People who buy Bulgarian debt, but also people who invest in the country. Petar Ganev pense que l'adhésion à la zone euro ne jouera quasiment pas sur l'inflation. It's not the main factor. The main factor is the consumption, which is supported by inflationary budget and by record high credits, especially for new homes. L'instabilité politique pourrait en revanche avoir un impact négatif sur l'économie bulgare. Le gouvernement a démissionné à la mi-décembre après des semaines de manifestations contre la corruption. Nicolás Maduro plaide non coupable pour des accusations de trafic de drogue lors de sa première comparution devant un tribunal à New York. Après la chute de Nicolás Maduro, la Commission européenne voit une opportunité pour une transition démocratique menée par l'opposition au Venezuela. Donald Trump a de nouveau affirmé sa volonté d'annexer le Groenland au profit des États-Unis. Quelles sont ses vraies raisons? Décryptage. En Ukraine, au moins 3 personnes ont perdu la vie dans des frappes russes menées sur des hôpitaux et des infrastructures énergétiques entre dimanche soir et lundi matin. Dans l'affaire du cyberharcèlement visant Brigitte Macron, 10 personnes ont été condamnées à des peines de prison. Parmi elles, l'une a écopé de prison ferme. L'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro a plaidé non coupable lundi devant un tribunal fédéral de New York lors de sa première comparution pour des accusations de narcoterrorisme. Cette audience intervient quelques jours seulement après sa capture à Caracas à l'issue d'une opération militaire américaine. Son épouse Cilia Flores, poursuivie pour des faits similaires, a elle aussi plaidé non coupable. Le juge a ordonné que tous deux restent derrière les barreaux et a fixé une nouvelle date d'audience le 17 mars. Nicolás Maduro a fait appel à l'avocat Barry Pollack, connu pour avoir représenté le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. « Je suis un prisonnier de guerre », a lancé Nicolás Maduro en quittant la salle d'audience.
Pendant ce temps, des manifestants étaient rassemblés devant le palais de justice lundi pour dénoncer les actions de l'administration de Trump au Venezuela. Beaucoup ont scandé « pas de bottes sur le terrain, pas de bombes dans les airs, les États-Unis dehors ». Un acte d'accusation de 25 pages rendu public samedi accuse Maduro et d'autres personnes d'avoir travaillé avec des cartels de la drogue pour faciliter l'envoi de milliers de tonnes de cocaïne aux États-Unis. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la prison à vie. L'acte d'accusation indique que des fonctionnaires vénézuéliens ont travaillé directement avec le gang Tren de Aragua, mais une évaluation des services de renseignement américains publiée en avril n'a pourtant révélé aucune réelle coordination entre Tren de Aragua et le régime de Caracas. La légalité de l'arrestation a suscité de vives réactions et une crise diplomatique dans le monde entier. L'Union européenne estime que la destitution du président vénézuélien Nicolás Maduro pourrait représenter une opportunité pour une transition démocratique menée par l'opposition. Lundi, la Commission européenne a exclu de reconnaître comme chef d'État légitime Delcy Rodriguez, qui a succédé à Maduro, devenant ainsi présidente par intérim. Pour Bruxelles, la transition doit inclure Maria Corina Machado, chef de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix l'année dernière, ainsi qu'Edmundo González Urrutia, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Tous deux vivent pour l'heure en exil. They have also led in 2024 the Venezuelan people to peacefully exercise their right to vote. We have millions of Venezuelans that have voted for change, and they have supported Edmundo González by a significant majority, according to what we had available. So the next steps are about dialogue towards democratic transition, which must include Edmundo González and Maria Corina Machado. La position européenne est également en contradiction avec celle du président américain. Donald Trump a affirmé qu'il était en charge du Venezuela après l'intervention militaire de samedi. En outre, il a déclaré que Maria Corina Machado n'avait pas le soutien ou le respect du peuple nécessaire pour diriger le pays. Après le raid américain au Venezuela ayant conduit à l'arrestation du président Nicolás Maduro, Donald Trump a de nouveau affirmé sa volonté d'annexer le Groenland au profit des États-Unis. We need Greenland from the standpoint of national security. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump invoque régulièrement des impératifs de sécurité nationale pour justifier ses ambitions sur le Groenland. Pourtant, cette explication ne convainc pas tout le monde. Selon certains experts, Washington dispose déjà d'une présence militaire solide sur place. La véritable motivation de l'administration américaine se situerait ailleurs, dans l'exploitation de vastes ressources naturelles dont regorge l'île. The president puts a lot of emphasis on resources, mineral resources, energy resources, commercial opportunities. We can debate how easily these would be realized in Greenland. Investors have so far not been that keen to be involved. But clearly, this is part of President Trump's worldview. Alors que le gouvernement danois répète fermement que le territoire n'est pas à vendre et encore moins à prendre, Jan Lesser estime que le Danemark, tout comme l'Europe, dispose également de leviers importants dans ce dossier. I do think there are a lot of things on the table because the administration does seem to put a primacy on economic and commercial issues, among other things. I think there is the possibility to do, in some sense, a package deal across the Atlantic in which many things are in play. Il faut prendre au sérieux les déclarations du président américain sur le Groenland, a déclaré la première ministre danoise Mette Frederiksen ce lundi. Mais si les États-Unis attaquaient militairement un autre pays de l'OTAN, tout s'effondrerait, y compris l'alliance et la sécurité établie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle ajouté avec gravité. Kiev en état d'alerte ce lundi matin après une attaque russe survenue au cours de la nuit. Une clinique privée a été touchée, provoquant un incendie et la mort d'au moins une personne. Les patients ont été rapidement évacués. Alors qu'une autre personne a également perdu la vie dans la région de Kiev, dans le sud de l'Ukraine, à Kherson, un hôpital a également été bombardé, tout comme un point de distribution humanitaire où au moins une personne a perdu la vie. Alors que les alertes antiaériennes ont retenti sur tout le territoire ukrainien, des coupures de courant ont provoqué le déclenchement des systèmes de secours pour maintenir le chauffage sous des températures nocturnes de moins 8 degrés. Selon Volodymyr Zelensky, au moins 165 drones et plusieurs missiles russes ont été lancés dans les premières heures de lundi.
Particulièrement violente, cette vague de frappes russes survient quelques jours après les discussions organisées à Kiev entre Européens et Ukrainiens autour du plan de paix dirigé par les États-Unis. Plus de 4 jours après le drame, la police suisse a indiqué ce dimanche soir avoir identifié les 40 personnes décédées dans l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. Au total, 21 Suisses et 19 étrangers, mineurs pour la moitié d'entre eux, sont morts dans le drame. La police a précisé que les 2 victimes les plus jeunes étaient une Suisse et un Français, tous 2 âgés de 14 ans. 8 autres personnes françaises sont décédées dans cette station de ski, 2 femmes de 26 et 33 ans, une franco-suisse de 24 ans, une franco-israélo-britannique de 15 ans et 5 Français âgés de 17 à 39 ans. Parmi les victimes figurent également 6 personnes de nationalité italienne, une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc. À ce jour, les autorités doivent toujours identifier 6 personnes parmi les 119 blessés, dont près de la moitié ont été transférés dans des unités spécialisées pour grands brûlés en Suisse et dans d'autres pays européens. Le bar Le Constellation appartient à un couple de Français qui fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait été provoqué par des bougies incandescentes placées sur des bouteilles de champagne qui auraient enflammé les mousses isolantes placées au plafond. 10 personnes ont été reconnues coupables par le tribunal de Paris de cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron, en raison de fausses affirmations en ligne sur son identité de genre et sa sexualité, y compris des allégations selon lesquelles elle serait née de sexe masculin. Absente lors des 2 jours de procès en octobre, Brigitte Macron a expliqué dimanche sur le plateau de TF1 avoir agi pour donner l'exemple. Par cette action en justice, elle a souhaité dénoncer le harcèlement et poursuivre son engagement pour la sensibilisation des jeunes. J'ai aussi des personnes qui se sont introduites sur mon site des impôts et ont modifié l'identité. Mais là, moi, je me bats. Je suis à longueur de temps. Je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne vous montre pas l'exemple, ça va être difficile. 8 des 10 prévenus ont été condamnés à des peines de prison avec sursis allant de 4 à 8 mois, le 9e à 6 mois ferme et le dernier à un stage de sensibilisation sur le cyberharcèlement. Cette affaire fait suite à des années de théories conspirationnistes affirmant à tort que Brigitte Macron est née de sexe masculin et qu'elle s'appelait Jean-Michel Trogneux, le nom de son frère. Aux États-Unis, l'influenceuse Candace Owens a repris cette théorie et fait l'objet elle aussi d'une plainte pour diffamation déposée par le couple Macron fin 2025. Le parquet d'Athènes annonce l'ouverture d'une enquête sur la panne qui a provoqué de très fortes perturbations dans l'espace aérien grec dimanche. Un dysfonctionnement des fréquences radio a perturbé la communication entre avions et contrôleurs aériens. Conditions dans les zones frontalières. La population civile dans le Donetsk et les oblasts voisins continue de subir des conditions de vie extrêmement difficiles, marquées par des coupures de services essentiels, des déplacements forcés et une insécurité croissante. Rapport humanitaire récent, Pression Collective. Les appels internationaux pour une aide accrue aux populations affectées se renforcent alors que l'hiver intensifie les difficultés, notamment pour les déplacés, et ce encore dans les zones de conflit. Données humanitaires agrégées, combat toujours actif autour de Pokrovsk et dans le Donetsk, avec résistance ukrainienne continue. Pravda, destruction d'un radar russe majeur dans Donetsk, affaiblissant la défense aérienne locale. Defense Express. Et position internationale évolutive, avec projet de force multinationale pour soutenir l'Ukraine post-paix. Sky News. Discussion sur des options territoriales sensibles, incluant Donetsk, mais sans accord immédiat. Reuters aujourd'hui, la guerre en Ukraine continue sans cesse, et la région de Donetsk reste l'un des points les plus chauds du front. Malgré les pressions russes et les combats quotidiens autour de villes comme Pokrovsk et Druchune, les forces ukrainiennes résistent et conservent des positions critiques. Sur le plan stratégique, des frappes ukrainiennes ciblées continuent d'affaiblir l'infrastructure russe, tandis qu'à l'international, les discussions diplomatiques abordent même des propositions complexes sur le sort des territoires contestés comme Donetsk. Les populations civiles restent en danger constant du fait des combats et des conséquences humanitaires, et les décisions politiques prises aujourd'hui pourraient influencer l'avenir immédiat de cette région clé.